L'océan, l'espace, deux mondes que tout semble opposer. L'un est là, sous nos pieds, ancré à notre planète, mouvant, vivant. L'autre paraît inaccessible, suspendu au-dessus de nos têtes, silencieux, infini. Tout les sépare, du moins en apparence, parce que quand on y regarde de plus près, ils se répondent. L'océan s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, avalant peu à peu la lumière jusqu'à plonger dans une obscurité totale. L'espace, lui, s'étend au-dessus de nos têtes, comme une mer noire constellée de points lumineux où la notion même d'horizon disparaît. Deux directions opposées, mais une même sensation d'inconnu, une même immensité qui nous échappe. Dans les deux cas, il existe une frontière, invisible mais bien réelle, quelques centaines de mètres sous la surface pour l'océan, quelques dizaines de kilomètres au-dessus de nous pour l'espace. Au-delà, l'humain n'est plus fait pour y survivre. Alors, il invente, il construit, il adapte des sous-marins capables de résister à des pressions colossales, des combinaisons et des vaisseaux pour affronter le vide spatial. Parce que dans ces deux mondes, chaque avancée est une conquête. Les conditions y sont extrêmes. Dans les abysses, la pression est telle qu'elle pourrait écraser un corps humain en un instant. Dans l'espace, elle disparaît complètement, laissant place au vide, à l'absence totale d'air. Les températures défient elles aussi notre compréhension. Froid glacial des grandes profondeurs, ponctué de la chaleur de sources hydrothermales. Froid tout aussi implacable du cosmos, ponctué de la chaleur des étoiles. Et pourtant, malgré des décennies d'exploration, malgré des robots, des satellites, des missions habitées, nous ne connaissons encore qu'une infime partie de ces deux univers. On estime que la majorité des fonds océaniques restent inexplorés. Et dans l'espace, chaque découverte ouvre des centaines de nouvelles questions. Et puis, il suffit de regarder les équipements pour se rendre compte que les océans et l'espace posent des défis similaires. Entre les vaisseaux et les scaphandres pour lutter contre la pression et le manque d'oxygène, ces deux opposés ne sont pas si différents. Alors, peu à peu, une idée a émergé. Et si ces deux mondes n'étaient pas seulement comparables, mais profondément liés? Parce que l'eau, cet élément si familier, si terrestre en apparence, pourrait bien être beaucoup plus répandu que nous ne l'imaginons. Au fil des observations, les scientifiques ont commencé à détecter sa présence ailleurs. Pas seulement sous forme de glace figée dans le vide, mais parfois sous forme de liquide. Des lunes lointaines recouvertes de glace cacheraient sous leur surface des océans entiers, des océans obscurs, protégés du froid spatial par des kilomètres de croûte gelée, des océans ailleurs, des océans sans rivage, sans ciel, sans lumière, des mondes entiers enfermés sous la glace, dérivant dans le vide. Alors une question s'impose, une question simple et vertigineuse. Si l'océan terrestre abrite déjà une vie que nous commençons à peine à comprendre, que pourrait-on trouver dans ces océans de l'espace? Parce que peut-être que, loin de notre planète, dans ces profondeurs silencieuses et invisibles, la vie a trouvé un autre chemin. Et si, finalement, pour comprendre l'univers, il fallait d'abord plonger? Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des océans. Mais pas du Pacifique, de l'Atlantique ou de l'océan Indien, non, aujourd'hui, on va parler des océans dans l'espace. Des formes qu'ils peuvent prendre, des similarités avec ce que nous connaissons, mais surtout, des possibilités qu'ils offrent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on commence, j'avais une petite question pour vous. Et croyez-moi, votre avis va avoir un gros impact. En fait, sur mon application du coup que j'ai créée, qui s'appelle Serious Star pour ceux qui ne le savent pas, on aimerait créer une page sur la page d'accueil qui est dédiée aux événements qui vont bientôt arriver. Pour ceux qui connaissent déjà Sirius, vous savez qu'il y a les événements ici, donc il y a tout ce qu'on peut observer dans le ciel. Notamment là, du coup, en ce moment, il y a une pluie d'étoiles filantes. Et si on va surfer un petit peu dans les actualités, vous voyez qu'à un moment, on a un article qui est dédié à l'éclipse qui aura lieu le 12 août. D'ailleurs, le 12 août, c'est mon anniversaire, notez-le bien. Mais en fait, on s'est dit que pour les événements, ce serait pas mal de créer une page qui est un peu éphémère sur la page d'accueil. Donc en gros, par exemple, ici, en haut à droite, dès qu'il y a un gros événement qui va bientôt arriver, style l'éclipse là, du 12 août, et ben on mettrait un petit bouton rouge, vous cliquerez dessus et vous arriverez directement sur tout ce qu'il faut savoir pour observer l'éclipse. Même chose pour quand il y a des comètes, des étoiles filantes, ou même quand il y a une mission qui est lancée, style Artemis, bah ça c'est un événement en vrai pour nous, et bah on pourrait directement cliquer là et suivre l'événement en direct, voir les étapes de la mission, etc. Donc je veux bien un peu avoir votre avis par rapport à ça, et même si vous avez des idées d'amélioration, que ce soit pour ça, là, ce que je viens de vous dire, ou pour l'application de manière générale, bah c'est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc dites tout ça en commentaire. Sachez que je réponds à tous les commentaires quand la vidéo est sortie. Il y a moins de
24 heures d'ailleurs. Alors j'avoue, il y a des moments où j'ai un peu oublié de répondre aux commentaires, mais j'essaie de faire au mieux vraiment pour répondre à tout le monde. C'est pas facile, vu le nombre de vidéos qu'on sort chaque semaine, c'est un petit peu normal en vrai. D'ailleurs merci aussi à tous ceux qui pensent à remercier l'équipe en commentaire. Ça leur fait super plaisir. Moi parfois je repartage les commentaires parce que vous me demandez souvent comment je fais pour publier autant de vidéos. Il y en a même qui soupçonnent l'utilisation de l'IA, mais en réalité c'est juste qu'on est beaucoup derrière et c'est grâce à eux que vous voyez autant de vidéos sur la chaîne. Donc voilà, du coup merci à ceux qui les remercient. Sur ce, je vous embête pas plus, on est parti. Alors déjà, pour comprendre les océans dans l'espace, il faut comprendre les océans sur Terre. Je sais, j'ai dit qu'on n'allait pas parler de l'Atlantique ou du Pacifique, mais en vrai, quand même un petit peu, j'avoue. Parce que c'est sur eux que repose la définition des océans. Bah oui, parce que l'homme a défini l'océan à partir de ce qu'il connaissait, donc les océans sur Terre. Et on voit à travers les siècles que même ça, c'est pas si simple à définir. Les représentations, les connaissances ont énormément changé au fil du temps, mais aussi des lieux. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan, c'est une idée presque évidente pour nous, mais cette idée, elle s'est construite petit à petit, à partir de cartes incomplètes, de récits marins, de peurs, de croyances, et parfois d'erreurs. Pendant longtemps, l'océan, ce n'est pas un espace continu. C'est pas un seul grand océan mondial, comme on le dit aujourd'hui. Non, ce sont des morceaux, des étendues, séparés, des frontières. Chez les Grecs anciens, par exemple, il y avait cette idée d'un immense fleuve circulaire qui entoure le monde connu. Un fleuve mythique, presque vivant. Océan. Et ce n'est pas un espace à explorer, c'est une limite, une bordure du réel. Et puis il y a les cartes médiévales. Pas des cartes comme celles qu'on connaît aujourd'hui, précises et mesurées évidemment. Non, là on parle des cartes habitées, peuplées de monstres marins, de créatures hybrides, de serpents gigantesques. Sur certaines cartes, inspirées des travaux de Ptolémée, l'océan est encore mal délimité, incertain, rempli de zones blanches. Et dans ces zones blanches, on imagine. Parce que ce qu'on ne connaît pas fait peur. Alors on le peuple d'histoires. Dans les traditions nordiques, par exemple, il y a Kraken, une créature gigantesque capable d'engloutir des navires entiers. Et dans d'autres cultures, on parle de dragons marins, de gouffres sans fond, de chutes au bord du monde. En réalité, pendant des siècles, ce n'est pas un territoire, c'est une épreuve. Et pourtant, petit à petit, l'humain avance. Il longe les côtes, il observe les courants, il apprend à lire les vents. Et puis vient un basculement, celui des grandes explorations. Avec des figures comme Christophe Colomb ou Fernand de Magellan, l'océan change de statut. Il devient un passage, un lien entre les continents. Mais même là, tout n'est pas clair. Le Pacifique, par exemple, vous savez d'où vient son nom? De Fernand de Magellan. Il le baptise ainsi, en le trouvant calme, pacifique, paisible. Sauf que c'est pas du tout l'océan le plus tranquille de la planète. Et c'est dire à quel point la perception humaine façonne la réalité. Et c'est pareil pour la définition même des océans. Aujourd'hui, on parle de l'Atlantique, du Pacifique, de l'Indien. Mais cette classification est relativement récente, et elle dépend de conventions. Parce que physiquement, toute cette eau est connectée. C'est un seul et même système, un immense volume, en mouvement. Ce qu'on appelle océan, ce sont en réalité des découpages humains, des façons de rendre le monde compréhensible. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que notre définition de l'océan, elle n'est même pas universelle. Elle est culturelle, historique, évolutive. Et selon les époques, selon les civilisations, l'océan n'a pas du tout le même visage. Pour certains peuples insulaires du Pacifique, par exemple, l'océan n'est pas une barrière, c'est une route, un espace de circulation, de repères, de mémoire. Les navigateurs polynésiens traversaient des milliers de kilomètres sans instruments modernes, en lisant les étoiles, les vagues, les oiseaux, et même les nuages. Pour eux, l'océan est structuré, habité, compréhensible. A l'inverse, pour beaucoup de sociétés continentales, il reste longtemps un espace hostile, inconnu. Et même aujourd'hui, alors qu'on a cartographié la surface de la Terre, envoyé des satellites plongés à des profondeurs extrêmes, on connaît encore très mal les fonds marins. Plus on descend, plus on retrouve cette sensation ancienne. Celle des cartes incomplètes, des zones obscures, des formes de vie inattendues. Comme si finalement, l'océan n'avait jamais complètement quitté le domaine du mystère. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette histoire, cette manière qu'on a de définir, de découper, d'imaginer l'océan, on va la reproduire ailleurs. Quand on regarde l'espace aujourd'hui, on fait exactement la même chose. On observe, on interprète, on projette.
On parle d'océan sur d'autres mondes, mais en réalité, on utilise un mot terrestre. Un mot chargé d'histoire, de représentation, de limites aussi. Alors la question devient presque philosophique. Quand on dit océan dans l'espace, de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce qu'on parle d'eau, de liquide, d'un volume, d'un écosystème, ou simplement d'une tentative humaine de reconnaître quelque chose de familier dans un univers qui ne l'est pas? Parce que ce soit dans les abysses terrestres ou dans les profondeurs du cosmos, on fait toujours la même chose. On explore l'inconnu avec des mots que l'on connaît déjà. Alors concrètement, c'est quoi un océan? On pourrait croire que la réponse est simple. Un océan, c'est de l'eau. Beaucoup d'eau, salée. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce que si on creuse un peu, les scientifiques ne s'arrêtent pas juste à de l'eau. Ils parlent plutôt d'un ensemble de critères. D'abord, il y a la notion d'échelle. Un océan, c'est immense, vraiment immense. On est sur des volumes d'eau qui s'étendent à l'échelle d'une planète entière. Ensuite, il y a l'idée d'une continuité. Ce n'est pas une poche isolée, comme un lac coincé quelque part. C'est un système connecté, en mouvement. C'est-à-dire qu'un océan, ça circule, ça doit circuler. Il y a des courants, des échanges, des variations. C'est quelque chose de dynamique, presque vivant, dans son fonctionnement. C'est un système connecté, en mouvement. C'est-à-dire qu'un océan, ça circule, ça doit circuler. Il y a des courants, des échanges, des variations. C'est quelque chose de dynamique, presque vivant dans son fonctionnement. Et puis il y a la profondeur. Pas juste quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, mais des kilomètres, avec des zones totalement inaccessibles où les conditions changent complètement. Et surtout, un océan, ce n'est pas juste un décor, c'est un environnement à part entière, avec sa physique, sa chimie, et souvent, sa vie. Mais même avec tout ça, il n'y a pas de définition parfaitement nette. C'est plutôt une combinaison de critères, un ensemble d'indices qui, mis bout à bout, nous font dire « Ok, là on est face à un océan ». Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que cette définition, elle peut s'élargir. Et si on oublie un instant l'idée d'eau salée en surface et qu'on regarde seulement l'essentiel, donc une immense masse liquide stable, alors tout à coup, l'océan n'est plus uniquement terrestre. Il devient un type d'environnement, un type de monde presque. Un monde liquide, étendu, actif. Qu'il soit à la surface d'une planète, caché sous une couche de glace, ou composé d'un liquide complètement différent de l'eau. Et là, on bascule doucement vers autre chose. On ne parle plus seulement de géographie, on parle de conditions, de structures qui pourraient exister ailleurs, sous d'autres formes, dans d'autres contextes. Et il faut vraiment comprendre ça. Un océan, ce n'est pas juste de l'eau quelque part. C'est une façon de reconnaître un certain type d'équilibre. Un espace liquide suffisamment vaste pour avoir ses propres règles, sa propre logique, presque son propre monde. Mais même là, en vrai, il y a un biais avec ce que nous connaissons. Parce qu'un océan parfaitement gelé depuis des milliers d'années, il ne circule pas. Alors, est-ce que c'est vraiment un océan? À première vue, on se dit que ce n'est plus un océan vu que c'est de la glace. Mais en réalité, ça dépend. Parce que la glace, ce n'est pas forcément un état mort. À l'échelle microscopique, même un solide peut évoluer. Il peut y avoir des déformations lentes, des circulations très faibles, des transferts de chaleur. Et surtout, la question clé, c'est est-ce que cet état est définitif? Si cet océan gelé peut redevenir liquide, s'il est en équilibre avec son environnement thermique, s'il fait partie d'un cycle même extrêmement lent, alors certains scientifiques pourraient dire que oui, c'est toujours un océan, juste dans une autre phase. Et là on touche à quelque chose de super important. La définition dépend de l'échelle de temps. À l'échelle humaine, quelque chose de figé depuis 10 000 ans paraît immobile. Mais à l'échelle géologique, c'est super court. Donc un océan immobile ne l'est peut-être pas tant que ça. Et bien encore à un autre niveau. Prenons des mondes comme Europe ou Encelade, des lunes de Jupiter et Saturne. À leur surface, tout est gelé, des kilomètres de glace. Si on s'arrête là, on dirait que ce sont des mondes glacés. Point. Mais en dessous, il y a probablement de l'eau liquide, maintenue par des sources d'énergie internes, des forces de marée, des frottements, de la chaleur résiduelle. Et cette eau, elle circule. Elle interagit avec les roches. Elle pourrait même potentiellement abriter des réactions chimiques complexes. Donc là, on a un océan qui ne ressemble en rien à un océan terrestre. Pas de surface libre, pas de lumière, pas de vagues. Et pourtant un système actif, dynamique, structuré.
Alors la question devient encore plus subtile. Est-ce que c'est la présence de liquide qui définit un océan? Ou est-ce que c'est son comportement? Et si on pousse encore plus loin, imaginons un liquide qui ne circule presque pas, très visqueux, très lent, ou un environnement où les échanges sont extrêmement limités. À quel moment on cesse de parler d'océan et on commence à parler simplement de réservoir? Eh bien en réalité, il n'y a pas de frontière nette. Et c'est là que le biais apparaît clairement, parce que notre définition est façonnée par un exemple unique, la Terre. Un océan éclairé par un soleil proche, chauffé, brassé, dynamique et surtout vivant. Mais dans l'univers, les conditions sont beaucoup plus variées. Donc la vraie question, ce n'est peut-être pas est-ce que c'est un océan, mais plutôt est-ce que ce système fonctionne comme un océan? Est-ce qu'il échange de l'énergie? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il crée des structures, des gradients, des interactions? Parce que c'est ça finalement qui fait un monde océan. Pas seulement l'eau, pas seulement le liquide, mais un équilibre complexe entre matière et énergie, capable de produire quelque chose. Et parfois ce quelque chose est tellement lent, tellement discret, qu'il nous donne l'impression d'être immobile, alors qu'en réalité, il est juste en train d'évoluer à une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Surtout que notre échelle de temps à nous est extrêmement courte. Mais dans l'histoire de la Terre, avec des échelles plus longues, l'océan a permis la naissance de la vie. Alors pourquoi pas ailleurs? Et en vrai, avant de parler de la naissance de la vie, parlons de la naissance des océans. Comment ça se forme un océan? Parce que c'est pas juste de l'eau qui arrive quelque part, mais vraiment, la mise en place d'un océan, au sens physique. En fait, il faut plusieurs conditions qui s'alignent, et surtout, ça ne se fait jamais en une seule étape. D'abord, il faut de la matière, un liquide potentiel. Sur Terre, c'est l'eau. Mais le souci, c'est que, au départ, cette eau n'est pas forcément déjà là, sous forme liquide. Une partie vient de l'intérieur de la planète. Mais d'où exactement? Lors de sa formation, la Terre était extrêmement chaude, presque entièrement fondue. Les gaz, dont la vapeur d'eau, étaient piégés dans les roches. Puis, en se refroidissant, la planète a commencé à dégazer. Des volcans ont libéré d'énormes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais quand la surface est suffisamment refroidie, cette vapeur a pu se condenser. Et là, on entre dans quelque chose de très concret, le passage de la vapeur à l'eau liquide. C'est pas juste une petite pluie tranquille, on parle probablement de pluies gigantesques pendant des milliers d'années. Et cette eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc il faut forcément un relief. Une planète parfaitement lisse, sans creux, sans bassin, l'eau s'y répartirait différemment. Sur Terre, avec le refroidissement de la croûte, des irrégularités apparaissent, des zones plus basses, des dépressions. Et l'eau s'y accumule. Petit à petit, ces accumulations deviennent stables. Mais elles se remplissent plus vite qu'elles ne s'évaporent ou ne disparaissent. Et à partir de là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un océan. Mais attention, ça ne veut pas dire que cet océan est figé, qu'il est là une bonne fois pour toutes, exactement comme on le connaît aujourd'hui. En réalité, le niveau des océans n'a jamais été constant. Il a énormément varié au cours de l'histoire de la Terre. Parfois, il était beaucoup plus bas, parfois au contraire, il recouvrait des zones aujourd'hui totalement émergées. Et ça, on le sait grâce à plusieurs indices. Un peu comme une enquête à l'échelle géologique. Par exemple, on trouve aujourd'hui des fossiles marins en pleine montagne. Des coquillages, des traces d'anciens fonds marins à des centaines, parfois des milliers de mètres d'altitude. Ce n'est pas que la mer est montée jusque-là telle qu'elle, mais ça nous dit qu'à un moment, ces roches se sont formées sous l'eau, avant d'être soulevées par les mouvements de la croûte terrestre. A l'inverse, on peut observer d'anciennes lignes de rivage, des terrasses marines, des formations rocheuses qui indiquent que la mer s'arrêtait parfois bien plus loin qu'aujourd'hui. Et puis il y a les glaces. Pendant les grandes périodes glaciaires, une quantité énorme d'eau est piégée sous forme de glace, notamment dans les calottes polaires et les glaciers. Résultat, le niveau des océans baisse. On estime par exemple qu'au moment du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le niveau des mers était plus bas, de plus de 100 mètres. Ce qui change tout. 100 mètres, ça peut vraiment faire toute la différence sur une planète. Des continents entiers étaient connectés. Des zones aujourd'hui sous l'eau étaient émergées. On pouvait par exemple passer à pied entre certaines terres, aujourd'hui séparées par des mers. Et puis quand le climat se réchauffe, la glace fond. L'eau retourne dans les océans et le niveau remonte. Dans un océan, c'est pas seulement une masse d'eau stable, c'est quelque chose qui respire à l'échelle de millions d'années.
Et aujourd'hui, on peut même reconstituer ces variations avec précision, grâce aux sédiments marins, aux carottes de glace et à l'étude des isotopes. Autant d'archives naturelles qui enregistrent les changements du passé. Ce que ça signifie, c'est que l'océan n'est pas un décor figé. C'est un système en équilibre, oui, mais un équilibre qui peut se déplacer. Un équilibre sensible à la température, à la tectonique, à la quantité d'eau disponible. Et du coup, ça change aussi notre manière de penser les océans ailleurs. Parce que si sur Terre, un océan peut apparaître, évoluer, se transformer, alors ailleurs aussi, ces mondes liquides ne sont peut-être pas permanents. Ils peuvent naître, disparaître, geler, réapparaître. Autrement dit, un océan, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une phase, un moment dans l'histoire d'un monde. Et puis un océan, pour exister sur le long terme, doit conserver une certaine quantité de matière. Et là intervient une autre condition essentielle, l'équilibre thermique. Trop chaud, l'eau s'évapore. Trop froid, elle gèle. Il faut donc une zone de stabilité, où le liquide peut exister durablement. Sur Terre, c'est lié à la distance au Soleil, à l'atmosphère, à l'effet de serre. Mais c'est toujours pas tout, parce qu'un océan ne se forme pas une fois pour toutes. En réalité, il évolue en permanence. L'eau interagit avec les roches. Elle dissout des minéraux. Elle devient salée. Elle entre dans des cycles évaporation, condensation, précipitation. Autrement dit, dès qu'il apparaît, un océan devient un système en transformation continue. Et ça, c'est crucial. Parce que ça veut dire qu'un océan n'est pas juste le résultat d'une accumulation d'eau. C'est le résultat d'un équilibre entre plusieurs processus. Et si un seul de ces éléments change trop, l'océan peut disparaître, s'évaporer, geler, ou même être complètement perdu dans l'espace. Et quand on regarde ailleurs, on retrouve ces mêmes ingrédients, mais organisés différemment. Parfois, le liquide ne vient pas de la surface, mais de l'intérieur. Parfois, il est maintenu chaud, non pas par une étoile, mais par des forces internes. Parfois même, il ne touche jamais l'air libre. Vous commencez à comprendre que la formation d'un océan, ce n'est pas un événement simple, c'est une sorte de convergence. Un moment où la matière, l'énergie et la structure d'un monde s'accordent suffisamment longtemps pour permettre à un liquide de s'installer et de durer. Alors si on suit cette logique jusqu'au bout, la question devient presque inévitable. Est-ce que ce mécanisme peut se reproduire ailleurs? La réponse, c'est oui. Mais pas n'importe comment, et surtout pas dans n'importe quelle condition. Parce que ce qu'on vient de décrire, cette formation d'un océan, c'est en réalité un équilibre extrêmement délicat entre plusieurs paramètres qui doivent fonctionner ensemble, au bon moment et sur la bonne durée. D'abord, il faut une source de liquide. Mais en vrai, ça, dans l'univers, c'est pas si rare qu'on pourrait le croire. L'eau est une molécule presque répandue. On en détecte dans les nuages interstellaires, sur des comètes, dans des disques protoplanétaires. Donc en théorie, beaucoup de planètes ou de lunes peuvent en hériter lors de leur formation, soit en la recevant plus tard via des impacts. Mais encore une fois, avoir de l'eau ne suffit pas. Il faut qu'elle puisse exister sous forme liquide. Et là, on retombe sur cette fameuse question de température et de pression. Pour qu'un liquide se maintienne, il faut être dans une sorte de zone de stabilité. Un équilibre où il ne s'évapore pas complètement et où il ne gèle pas de façon définitive. Et sur une planète comme la Terre, cet équilibre dépend en grande partie de sa distance à son étoile, de la présence d'une atmosphère capable de retenir la chaleur et de la pression en surface. C'est ce qu'on appelle souvent, de manière un peu simplifiée, la zone habitable. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça, parce que cette stabilité peut aussi exister dans des contextes très différents. Par exemple, un monde peut être beaucoup plus éloigné de son étoile, et pourtant maintenir un océan liquide. Non pas en surface, mais grâce à une source de chaleur interne. C'est exactement ce qui semble se passer sur Europe ou Encelade, où les forces de marée, c'est-à-dire les déformations liées à la gravité d'une planète géante, génèrent de la chaleur à l'intérieur de la Lune, suffisamment pour maintenir de l'eau liquide sous une épaisse couche de glace. Dans ce cas-là, l'océan ne dépend plus directement de l'énergie de l'étoile, mais d'un chauffage interne, ce qui élargit énormément les possibilités. Et puis, il y a encore d'autres variantes. Sur Titan, par exemple, les conditions de température et de pression permettent à des hydrocarbures, comme le méthane, l'éthane, d'exister sous forme de liquide en surface, ce qui donne des mers et des lacs, mais avec une chimie complètement différente de celle que l'on connaît. Donc là, le mécanisme est similaire. Accumulation, stabilité, interaction avec l'environnement.
Mais le liquide lui-même change. Ce qui montre bien que former un océan, c'est pas forcément limité à l'eau. En revanche, il y a aussi beaucoup de cas où ça ne fonctionne pas. Ou plus, une planète trop petite n'aura pas assez de gravité pour retenir une atmosphère. Donc le liquide va s'évaporer et être perdu dans l'espace. Une planète trop proche de son étoile verra ses océans s'évaporer progressivement, comme ce qui a probablement pu arriver sur Vénus. A l'inverse, un environnement trop froid peut figer durablement le liquide sans qu'il y ait de source d'énergie suffisante pour le remettre en circulation. Donc oui, le mécanisme peut se répéter, mais il n'est pas automatique. Et surtout, il peut prendre des formes très différentes de ce qu'on observe sur Terre. Un océan ailleurs peut être souterrain, caché, composé d'un autre liquide, alimenté par une autre source d'énergie et évoluer à un rythme complètement différent. Et c'est ça qui est fascinant. Dès qu'on sort de notre exemple terrestre, on se rend compte que la formation d'un océan n'est pas un scénario unique, mais plutôt une sorte de recette générale, dont les ingrédients peuvent être combinés de multiples façons, donnant naissance à chaque fois à un monde liquide différent. Alors, si on pousse un peu plus loin, et qu'on regarde ce qu'on a réellement découvert, là, effectivement, on commence à tomber sur des océans qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'image qu'on a en tête. Parce que oui, des océans atypiques, il y en a, et certains sont même franchement dignes de la fiction. Prenons déjà un cas assez spectaculaire dont on a déjà parlé plusieurs fois depuis le début. Encelade. Ce petit objet glacé, à première vue totalement inerte, cache, en réalité, un océan global sous sa surface. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont on l'a découvert. Alors comment ? En observant des geysers gigantesques qui projettent de l'eau et de la vapeur directement dans l'espace. Ça veut dire que cet océan n'est pas juste de la passif, il interagit avec son environnement, il respire presque, en expulsant de la matière à travers des fissures dans la glace. Et dans ces geysers, on trouve non seulement de l'eau, mais aussi du sel ou du carbone. Et surtout des molécules organiques. Et ce qui est nouveau, c'est que ce ne sont pas juste de petites molécules simples. Ce sont littéralement des molécules organiques complexes. En fait, les scientifiques ont détecté des groupes chimiques plus variés. Des structures carbonées avec oxygène, des éthers, des esters. Et même des composés contenant carbone, azote et oxygène ensemble. Les ingrédients de la vie. Autrement dit, ces molécules sont plus complexes que ce qu'on trouve normalement dans l'espace. Elles ressemblent à des briques chimiques qui, sur Terre, servent à construire des molécules encore plus grandes, comme celles qui sont essentielles pour la vie que l'on connaît. Et là, on ne parle pas de vieille glace qui a flotté dans l'anneau de Saturne pendant des milliers d'années. Non, ce sont des grains de glace tout juste éjectés du fond de l'océan capturés quelques secondes après leur sortie. Donc ces molécules viennent bien de l'océan lui-même. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques pensent qu'aujourd'hui Encelade est peut-être le meilleur endroit dans notre système solaire pour chercher des traces de vie. Et même si aucun être vivant n'a été trouvé, on a au moins deux grands éléments réunis. De l'eau liquide, de l'énergie. Ce qui en fait notre meilleur candidat pour l'instant. Et tout ça grâce à son océan. Un océan complètement enfermé, sans lumière, mais qui possède malgré tout une énergie interne. Dans un autre genre, il y a Europe, qui est encore plus extrême à un certain niveau. Là, on parle d'un océan potentiellement plus volumineux que tous les océans terrestres réunis, mais caché sous une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette glace n'est pas uniforme. Elle se fracture, se déforme, se recompose, un peu comme une banquise à l'échelle planétaire. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre la surface et l'océan en dessous, même si tout est gelé en apparence. Donc on a un monde où l'océan existe, mais où il est totalement invisible, inaccessible directement, et pourtant dynamique. Et puis, il y a un cas encore plus déroutant. Titan. Parce que là, oui, il y a des mers, mais elles ne sont pas faites d'eau. À la surface, on trouve des étendues de méthane et d'éthane liquide, avec des vagues, des pluies, un cycle complet, un peu comme un cycle de l'eau sur Terre, mais avec une chimie différente. Et là, on a un océan, au sens fonctionnel. Un liquide stable, des échanges avec l'atmosphère, une météo. Mais c'est plus du tout le même liquide. Et en plus, sous cette surface, il pourrait aussi exister un océan d'eau, enfoui encore plus profondément. Un monde avec plusieurs océans superposés en quelque sorte. Puis on revient sur Terre.
on trouve aussi des océans atypiques, mais à une échelle plus discrète. Par exemple, au fond de certains bassins marins, il existe des lacs hyper salés, tellement denses qu'ils ne se mélangent presque pas avec l'eau environnante. En fait, il faut comprendre que deux eaux de densités différentes se mélangent mal, voire pas du tout. Et entre l'eau douce et l'eau salée, il y a une grosse différence. C'est d'ailleurs tout le problème de la fonte des glaciers en Antarctique. Bah oui, parce que de l'eau douce fond dans une mer d'eau salée. Ça dérègle complètement les courants marins et le climat terrestre, ce qui accentue la fonte et dérègle encore plus. C'est un cercle vicieux et c'est pour ça que quand on parle de dérèglement climatique, on dit qu'il faut inverser la tendance. Bon, je vous rassure, les lacs hyper salés qui se trouvent au fond de l'eau sur Terre, eux, sont naturels. Ils faisaient partie du paysage marin bien avant que l'homme existe. Ce sont des poches liquides stables, avec leur propre courant interne, leur propre chimie, parfois même leur propre forme de vie adaptée à des conditions extrêmes. Ce ne sont pas des océans au sens global, mais à petite échelle, on retrouve exactement les mêmes principes. Un liquide isolé, avec ses propres règles. Et puis, il y a des hypothèses encore plus vertigineuses. On pense par exemple que certaines exoplanètes, des planètes en dehors de notre système solaire, qui pourraient être entièrement recouvertes d'océans, sans continent du tout. Littéralement, des planètes océans. Des mondes où l'eau formerait une couche globale de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de profondeur, avec des pressions tellement élevées qu'à la base, l'eau pourrait adopter des formes de glace, tout en restant chaude. Des états de la matière qu'on ne rencontre pas à la surface de la Terre. Parce qu'un océan, dans ce contexte, ce n'est plus juste une surface liquide, c'est une structure planétaire entière. Et si on continue à élargir encore, certains chercheurs évoquent même des océans dans des contextes encore plus exotiques. Des océans de magma sur des planètes très proches de leur étoile, où la roche elle-même devient liquide en surface, ou à des échelles encore différentes, des océans de fluides supercritiques, c'est-à-dire dans des états de la matière entre liquide et gaz, dans les profondeurs de certaines planètes géantes. Donc à ce stade, le mot océan devient presque un concept, un outil pour décrire quelque chose de très vaste, de fluide, de structuré, même si la nature exacte de ce fluide change complètement. Et ce qui est fascinant, c'est que plus on découvre ces océans atypiques, plus on réalise que l'océan terrestre n'est peut-être qu'un cas particulier parmi d'autres. Un exemple parmi toute une diversité de mondes liquides. Et que finalement l'univers pourrait être beaucoup plus océanique qu'on ne l'avait imaginé. Alors pourquoi est-ce que tout ça fascine autant les chercheurs? Eh bien parce que, quand on parle d'océan, on ne parle pas seulement de liquide. On parle de conditions. Des conditions très particulières qui, sur Terre, sont directement liées à quelque chose d'encore plus fondamental. La vie. Parce que pour qu'un être vivant existe, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Et la chimie du vivant, du moins pour la vie telle qu'on la connaît, c'est toujours la même recette. De l'eau liquide, du carbone et des molécules stables capables de s'assembler, de se casser, puis de se réassembler. En tout cas, c'est la seule recette que nous connaissons aujourd'hui. Sur Terre, il faut imaginer que c'est l'eau liquide qui joue le rôle de solvant. Elle permet aux réactions de se faire doucement, proprement, sans exploser. Elle transporte les nutriments et elle aide les molécules à se rencontrer. Mais surtout, elle stabilise les structures comme l'ADN ou les protéines. Sans eau à l'état liquide, les briques du vivant n'ont donc aucun moyen de se rassembler. En fait, l'eau est le solvant de la vie, comme on la connaît. Ça veut dire que sur Terre, c'est dans l'eau que les premières formes de vie ont commencé. Elle permet en quelque sorte aux ingrédients de la vie de se rencontrer. Sans cette eau, ces fameux ingrédients ne pourraient pas bouger. Aucune chance donc qu'ils puissent se rassembler. Et j'insiste encore dessus parce que on ne s'en rend peut-être plus compte aujourd'hui, mais l'eau est indispensable. Tous les endroits où la vie est apparue, où elle s'est développée, où elle a évolué, sont liés à l'eau liquide. Pas forcément en surface, pas forcément dans des environnements agréables, mais toujours dans des milieux où il y a un liquide capable de transporter la matière, de dissoudre des molécules et de permettre des réactions chimiques. Au final, un océan c'est exactement ça. Un milieu où les molécules peuvent circuler, se rencontrer, réagir. Et ça, en science, c'est crucial. Parce que sans mouvement, sans échange, la chimie reste figée. Et sans chimie active, difficile d'imaginer des systèmes complexes apparaître. Donc dès qu'on identifie un océan quelque part, même très différent d'une autre, on identifie un endroit où ces processus pourraient exister. Mais attention, les chercheurs ne cherchent pas forcément de la vie
au sens direct, comme on pourrait l'imaginer. Il cherche des conditions favorables, par exemple une source d'énergie. Parce qu'un océan, même immense, même liquide, sans énergie, il devient vite un système inerte. Sur Terre, cette énergie vient du Soleil, mais aussi, dans certains cas, de l'intérieur de la planète. Dans les profondeurs océaniques, par exemple, il existe des sources hydrothermales, des zones où l'eau chaude, chargée en minéraux, remonte depuis le sous-sol, et autour de ces zones, on trouve des écosystèmes entiers, totalement indépendants de la lumière du Soleil et de sa chaleur. Et ça change complètement la perspective. Parce que ça veut dire que la vie n'a pas forcément besoin d'une surface éclairée. Elle peut exister dans un océan sombre, fermé, tant qu'il y a de l'énergie et de la chimie. C'est exactement pour ça que des mondes comme Encelade intéressent autant. On y a détecté des indices de réaction entre l'eau et la roche, ce qui pourrait produire de l'énergie chimique, un peu comme des sources hydrothermales terrestres. Même chose pour Europe, où l'océan pourrait être en contact avec un noyau rocheux, créant des conditions propices à des échanges chimiques complexes. Donc en réalité, ce que les chercheurs traquent, ce ne sont pas seulement des océans. Ce sont des systèmes actifs, des endroits où il y a un liquide pour permettre les interactions, une source d'énergie pour alimenter ces interactions et surtout du temps, beaucoup de temps. Parce que tout ça prend des millions d'années. Et puis il y a une autre raison, un peu plus subtile. Les océans sont aussi des archives. Ils enregistrent des informations sur l'histoire d'un monde, sa formation, son évolution, sa composition interne. Étudier un océan, c'est un peu comme lire une mémoire chimique et physique. Par exemple, la composition d'un océan peut révéler les roches avec lesquelles il a interagi, les températures qu'il a connues, les processus qui s'y déroulent encore. Donc même sans parler de vie, un océan est une mine d'informations. Et enfin, il y a quelque chose de presque philosophique. Sur Terre, l'océan est un des derniers grands espaces, encore partiellement inconnus. Et pourtant, il est juste là, sur notre propre planète. Alors imaginez des océans ailleurs, dans des environnements encore plus extrêmes, encore plus éloignés. Ça repousse les limites de ce qu'on pense possible. Ça oblige à revoir nos définitions, nos modèles, nos intuitions. Et ça pose une question toute simple, mais vertigineuse. Si des océans existent ailleurs, et s'ils possèdent les bonnes conditions, alors pourquoi la vie serait-elle limitée à la Terre ? Pas seulement pour trouver des océans, mais parce que derrière eux se cache peut-être une des plus grandes questions scientifiques qui soit. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que on ne peut évidemment pas aller voir directement la plupart de ces océans. On ne plonge pas sous la glace d'Europe avec des sous-marins, en tout cas pas encore. Donc tout repose sur des indices, des mesures indirectes, un peu comme une enquête. Première grande méthode, observer les effets gravitationnels. Et je m'explique. Quand une sonde passe près d'un objet, comme Encelade, elle subit de très légères variations de trajectoire. Rien de visible à l'œil nu, mais mesurable avec une précision extrême. Et ces variations nous donnent des informations sur la répartition des masses à l'intérieur. Si l'intérieur est entièrement solide, ça ne réagit pas comme s'il y a une couche liquide. Un océan interne, par exemple, peut découpler la surface du cœur. La croûte peut bouger légèrement, indépendamment du reste. Et ça se détecte. Alors comment on fait concrètement pour voir ça ? Parce que, dit comme ça paraît presque magique. Une sonde passe à côté d'un petit monde comme Encelade et hop, on devine ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en réalité, c'est une méthode très rigoureuse, très précise. Tout part d'un principe assez simple, la gravité. La gravité, elle dit une chose simple. La masse attire la masse. Et plus un objet est massif, ou plus sa masse est concentrée à un endroit, plus son attraction va varier. Donc, quand une sonde passe à proximité, elle est légèrement attirée. Sa trajectoire change, pas de manière spectaculaire. On ne parle pas d'un virage visible, on parle de micro-variations minuscules. Mais ces variations, on sait les mesurer. Comment ? Grâce à la communication entre la sonde et la Terre. En fait, les sondes, on ne les lâche pas comme ça dans l'espace, abandonnées seules face à leur destin. Pas du tout. Et toutes les sondes envoient en permanence un signal radio. Et avec ce signal, on peut analyser sa fréquence avec une précision extrême. Si la sonde se rapproche légèrement de nous, le signal est très légèrement compressé. Si elle s'éloigne, il est étiré. C'est l'effet Doppler. Et à partir de ces variations minuscules de fréquence, on peut reconstruire la vitesse de la sonde, au millimètre par seconde près. Donc en résumé, on ne regarde pas directement la sonde, on écoute
comment elle bouge. Ensuite, on compare, on calcule la trajectoire que la sonde devrait suivre si l'objet qu'elle survole était parfaitement homogène et parfaitement connu. Et puis on regarde la réalité. Et là, il y a des écarts, des petites différences entre la trajectoire attendue et la trajectoire mesurée. Et ces différences, elles viennent de la répartition de la masse à l'intérieur. Si l'intérieur est entièrement solide et uniforme, la gravité sera régulière. Mais s'il y a une couche liquide ou des zones plus denses ou plus légères, alors la gravité change légèrement selon l'endroit. Et la sonde sent ces variations en passant. C'est un peu comme sur Terre, quand on mesure le champ gravitationnel pour détecter des structures souterraines. Sauf que là, on le fait à des centaines de millions de kilomètres. Mais c'est pas tout. On ne se contente pas d'un seul passage, on accumule les données. Plusieurs survols à différentes altitudes, sous différents angles. Et petit à petit, on reconstruit une sorte de carte gravitationnelle de l'objet. Une carte invisible, mais incroyablement riche en informations. Et à partir de cette carte, on peut modéliser l'intérieur, estimer l'épaisseur de la croûte, détecter une couche liquide, comprendre comment les différentes parties sont organisées. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça se fait sans jamais voir directement l'océan. On ne perce rien, on ne touche rien, on observe les effets. Et c'est ça, au fond, la force de cette méthode. Transformer un mouvement imperceptible en une information sur quelque chose d'invisible. Lire l'intérieur d'un monde, simplement en regardant comment il attire ce qui passe à côté de lui. Et puis, pour perfectionner encore les résultats, on a une deuxième technique, mesurer le champ magnétique. Certains liquides, comme l'eau salée, conduisent l'électricité. Et quand ils sont soumis à un champ magnétique, comme celui de Jupiter par exemple, ils génèrent des courants électriques. Et donc, un champ magnétique induit. C'est exactement ce qu'on observe autour de l'Europe. Ce signal magnétique trahit la présence d'un océan salé sous la surface. Donc là, on ne voit pas l'océan, mais on voit son effet sur le champ magnétique. Mais bon, pour que cette méthode fonctionne, il faut que le liquide conduise l'électricité, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est donc pas fiable à 100%, et on pourrait passer à côté de certaines choses. Mais heureusement, il y a une troisième approche beaucoup plus intuitive, observer la surface. Ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement puissant. Par exemple, sur Europe, la surface est pleine de fractures, de plaques qui semblent s'être déplacées, un peu comme de la glace flottant sur un liquide. Ce type de structure suggère qu'il y a quelque chose de mobile en dessous. Sur Encelade, on voit carrément des fissures d'où s'échappent des panaches de matière. Et ces panaches, on peut les analyser. Ce qui nous amène à une autre technique, l'analyse de la matière éjectée. Quand une lune ou une planète crache du matériau, vapeur, glace ou même juste des particules, les sondes peuvent traverser ces panaches et analyser leur composition. C'est ce qu'a fait la mission Cassini autour de Encelade. Et c'est même grâce à elle qu'on a complètement changé notre vision de ce petit monde. À l'origine, Cassini n'est pas une mission dédiée uniquement à Encelade. Son objectif principal, c'était d'étudier Saturne, ses anneaux, son environnement et ses nombreuses lunes. Encelade faisait partie du programme, mais sans être au départ la star de la mission. Sauf que très vite, quelque chose d'inattendu est apparu. En passant à proximité d'Encelade, les instruments ont détecté des panaches de matière s'échappant de sa surface, comme des geysers géants, projetant de la glace et de la vapeur dans l'espace. Et là, forcément, ça change tout. Parce que pour éjecter de la matière comme ça, il faut une source d'énergie. Et surtout, une source de liquide. Donc la mission a été réorientée en partie pour aller voir ça de plus près. Cassini a effectué plusieurs survols rapprochés en passant directement à travers ces panaches. Et à chaque passage, elle a mesuré, analysé, goûté en quelque sorte ce qui est éjecté. En gros, on échantillonne l'océan, sans jamais y aller directement. On a détecté de l'eau, bien sûr, mais aussi des sels, des molécules organiques et surtout de l'hydrogène. Et ça, c'est un indice très fort, parce que l'hydrogène peut être produit par des réactions entre l'eau liquide et de la roche chaude, exactement comme dans les sources hydrothermales sur Terre. En parallèle, les mesures de trajectoire dont on parlait tout à l'heure ont permis de mieux comprendre la structure interne d'Encelade. Et tout converge vers la même idée. Sous la glace, il y a un océan global. Et pour affiner toutes ces découvertes, on a d'autres indices encore. Par exemple, la topographie et les déformations. Sous l'effet de la gravité d'une planète géante, certaines lunes se déforment légèrement, comme si elles respiraient. Si l'intérieur est rigide, la déformation est limitée. Mais s'il y a une couche liquide, ça amplifie ces mouvements. Donc en mesurant très précisément la forme de l'objet au fil du temps,
on peut déduire la présence d'un océan interne. Et puis il y a aussi la modélisation thermique. On calcule la quantité de chaleur disponible à l'intérieur d'un objet. Chaleur résiduelle, radioactivité, force de marée. Et on se pose une question simple. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir un liquide? Si oui, alors un océan devient plausible. Sinon, il est peu probable. Enfin, pour les mondes comme Titan, où les liquides sont en surface, on peut utiliser des instruments plus classiques. Radar, spectromètre, imagerie. Le radar, par exemple, permet de voir à travers l'atmosphère et de détecter des surfaces lisses, typiques de liquides. Les spectromètres analysent la lumière réfléchie pour identifier la composition chimique. Donc au final, détecter un océan, ce n'est jamais une preuve unique. C'est un faisceau d'indices. Et c'est seulement quand tout ça converge qu'on commence à dire « Ok, là, il y a probablement un océan ». Et ce qui est fascinant, c'est que plus nos instruments deviennent précis, plus on découvre que ces indices sont un peu partout. Comme si les océans, finalement, étaient beaucoup moins rares qu'on ne l'imaginait. Et là, on pourrait se dire « Ok, on sait qu'il y a des océans ailleurs. Alors pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on ne plonge pas, tout simplement ? Parce qu'en réalité, c'est probablement l'un des défis les plus complexes que l'on puisse imaginer. Et ce qui est fou, c'est que, d'une certaine manière, explorer les abysses sur Terre et explorer ces océans extraterrestres, c'est presque le même problème. Même logique, même obstacle, mais poussé à l'extrême. Sur Terre déjà, descendre à plusieurs milliers de mètres sous la surface, c'est un exploit. La pression devient écrasante, la lumière disparaît totalement, les communications deviennent difficiles. Et chaque équipement doit être pensé pour survivre dans un environnement qui détruit tout ce qui n'est pas parfaitement conçu. On a mis des décennies à développer des submersibles capables d'atteindre les grandes profondeurs. Et encore aujourd'hui, ces explorations restent rares, coûteuses, risquées. Alors maintenant, on ajoute une couche. On prend ce problème et on le déplace à des centaines de millions de kilomètres. Prenons Europe. Sur le papier, c'est fascinant. Un océan immense, potentiellement habitable. Mais entre nous et cet océan, il y a un obstacle. Des milliers de kilomètres de trajet, puis des kilomètres de glace. Pas une banquise fragile, une croûte épaisse, dure, froide. Peut-être de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça veut dire envoyer une mission robotique qui va mettre des années à atteindre sa destination. Survivre à des radiations intenses autour de Jupiter, se poser avec précision sur une surface inconnue. Rien que ça, c'est déjà un défi. Mais ensuite, il faut fourrer, traverser cette glace, et pas juste quelques mètres, des kilomètres, avec un robot autonome. Parce qu'il n'y a aucun humain sur place pour intervenir. Un robot qui doit résister au froid extrême, produire sa propre énergie, fondre ou percer la glace en continu. Éviter de se bloquer et analyser son environnement en temps réel. Et surtout, ne jamais tomber en panne. Parce que s'il arrête, c'est perdu. Ensuite, imaginons qu'on réussisse. Le robot atteint enfin l'océan. Et là, il faudrait déployer une sorte de sous-marin miniature. Un engin capable de naviguer dans un environnement totalement inconnu. Pas de lumière, pas de carte, peut-être des courants, peut-être des particules, peut-être des obstacles. Et tout ça à distance. Parce que communiquer avec la Terre, ce n'est pas comme envoyer un message sous l'eau. Le signal met des dizaines de minutes à faire l'aller-retour. Donc impossible de piloter en direct. Le robot doit être intelligent, autonome, capable de prendre des décisions seul. C'est presque une forme d'exploration artificielle. Mais c'est pas tout. Il faut aussi éviter de contaminer cet océan. Parce que si on cherche des traces de vie, on ne peut pas se permettre d'y introduire des microbes terrestres. Donc tout doit être stérilisé, contrôlé, isolé. C'est un niveau d'exigence encore au-dessus de ce qu'on fait déjà pour les missions spatiales. Et malgré tout ça, il y a le risque. Le robot peut se coincer dans la glace, perdre le contact, ne jamais atteindre l'océan. Des années de travail pour un silence. Et en fait, ça, c'est déjà arrivé sous d'autres formes. Mais même sur Terre, certaines missions d'exploration profonde échouent. Des robots sont perdus, des instruments cessent de répondre. Alors, à l'échelle du système solaire, le risque est encore plus grand. Et pourtant, on continue d'essayer. Parce que chaque mission, même incomplète, apporte des informations. Des missions comme Europa Clipper ou JUICE ne vont pas plonger directement dans cet océan. Mais elles vont cartographier, mesurer, analyser, préparer le terrain. Un peu comme les premières explorations maritimes sur Terre. On plonge pas encore, mais on apprend à comprendre. Et au fond, c'est peut-être ça le point commun le plus fort entre les abysses et l'espace. Ce sont des mondes où chaque avancée est lente, incertaine, fragile. Des mondes où explorer demande non seulement de la technologie, mais aussi
une forme de patience. Parce qu'on ne conquiert pas ces environnements, on les approche, petit à petit. Et peut-être qu'un jour, on y plongera vraiment. Et justement, on n'en est plus seulement à imaginer ces océans lointains, à en parler comme d'hypothèses un peu abstraites. Aujourd'hui, on est en train d'y aller. Pas encore pour plonger, pas encore pour voir directement, mais pour comprendre, mesurer, préparer. On est à un moment charnière, presque discret en apparence, mais en réalité essentiel. Celui où l'exploration passe de l'intuition à l'observation ciblée. Parmi les missions les plus importantes, il y a Europa Clipper. Son objectif n'est pas spectaculaire au sens où elle ne va pas percer la glace ni envoyer de robots dans l'océan, mais il est fondamental. Déterminer si Europe possède des conditions nécessaires pour être habitable. Et pour ça, il faut accumuler une quantité énorme de données, beaucoup plus fines que tout ce qu'on a aujourd'hui. La mission va effectuer des dizaines de survols rapprochés de la Lune en profitant de chaque passage pour analyser la surface avec une précision inédite. Elle va observer les fractures dans la glace, essayer de comprendre comment elles se forment, si elles bougent encore, si elles permettent des échanges entre la surface et l'océan en dessous. Elle va aussi étudier la composition chimique de cette glace, chercher des sels, des composés organiques, des traces de matériaux qui pourraient provenir de l'océan lui-même et avoir été remontés vers la surface. En parallèle, elle va mesurer des choses beaucoup moins visibles mais tout aussi cruciales, comme les variations du champ magnétique autour d'Europe. Pour rappel, ce sont ces variations qui peuvent trahir la présence d'un océan salé sous la surface, capable de conduire l'électricité et de réagir au champ magnétique de Jupiter. Elle va aussi analyser la très fine atmosphère autour de la Lune, et surtout tenter de détecter et d'étudier d'éventuels panaches de vapeur, ces sortes de geysers qui pourraient projeter dans l'espace des fragments de l'océan caché. Si ces panaches sont confirmés et bien caractérisés, ce serait une opportunité exceptionnelle. Ça reviendrait à échantillonner l'océan sans y avoir besoin d'y plonger. En parallèle de cette mission américaine, l'Europe développe JUICE, qui subit une logique complémentaire. Là où Europa Clipper se concentre très justement sur Europe, JUICE adopte une vision plus globale du système de Jupiter et de ses lunes glacées. Elle va bien sûr survoler Europe, mais elle va surtout se placer en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire, qui pourrait elle aussi abriter un océan interne. Cette mission va s'inscrire dans le temps long. Elle va observer ces mondes sur plusieurs années, mesurer leur déformation, leur interaction avec le champ magnétique de Jupiter, leurs variations de surface. Elle embarque notamment un radar capable de sonder la glace en profondeur, ce qui pourrait permettre de détecter des structures internes, des couches, peut-être même d'estimer l'épaisseur de la croûte glacée. Elle va aussi analyser la composition des surfaces, comprendre des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, et reconstituer peu à peu la structure interne de ces lunes. Et ce qui est important, c'est que ces missions ne cherchent pas une réponse simple. Elles ne sont pas là pour dire oui, il y a un océan, ou non, il n'y en a pas. Elles sont là pour transformer une idée en réalité mesurable, pour passer d'un modèle théorique à une compréhension fine, presque tangible. Ça permet aussi, et surtout, de valider ou d'invalider certaines hypothèses. Typiquement, avant d'aller sur Mars, beaucoup pensaient que les formes qu'on pouvait voir depuis la Terre étaient en fait des vestiges de canaux. Et certains chercheurs étaient convaincus que c'était non seulement la preuve d'une forte présence d'eau, mais aussi qu'une civilisation martienne avait existé. Et puis en envoyant un robot, on se rend compte que ce n'était qu'une illusion d'optique. Les observations depuis la Terre ne suffisent clairement pas. Et même si on n'envoie pas d'humains, il faut envoyer une machine pour valider ou invalider nos théories. Parce que ces machines, elles accumulent des indices, elles croisent les données, elles réduisent les zones d'ombre. Et surtout, elles servent à préparer la suite. Parce que derrière ces missions, il y a une question en filigrane. Si un jour on veut vraiment explorer ces océans, où faut-il aller? À quel endroit la glace est-elle la plus fine? Où les échanges avec les océans sont-ils les plus actifs? Où a-t-on le plus de chances de trouver des indices intéressants, voire des signatures chimiques complexes? Autrement dit, ces missions sont comme les premières cartes d'un territoire encore invisible. Elles ne sont pas la destination, mais elles rendent le voyage possible. Et c'est ça qui est fascinant. On est peut-être en train d'assister à la toute première étape d'une exploration beaucoup plus ambitieuse. Une étape où l'on ne plonge pas encore, mais où on apprend à voir, à comprendre, à choisir. Une étape où on transforme l'inconnu en terrain d'étude. Et quelque part, dans ces données, dans ces mesures, dans ces cadres en construction, il y a déjà les prémices
d'un futur où ces océans ne seront plus seulement des hypothèses lointaines, mais de véritables mondes à explorer. Au fond, depuis le début, on parle de la même chose. Qu'on regarde vers le bas, vers les profondeurs de l'océan ou vers le haut, vers l'immensité de l'espace, on se retrouve face à des mondes qui nous échappent. Deux directions opposées, mais une même expérience, celle de l'inconnu. Dans les deux cas, l'humain avance lentement, équipé de machines, de capteurs, d'hypothèses. Il sonde, il mesure, il interprète. Il essaie de comprendre les environnements où, naturellement, il ne peut pas vivre. Et ce qui est frappant, c'est que les défis se ressemblent. L'isolement, l'obscurité, les contraintes extrêmes, la nécessité de faire confiance à des robots et l'impossibilité d'observer directement. Comme si finalement, explorer l'océan profond et explorer l'espace relevaient d'une même démarche. Apprendre à voir le lointain sans être là. Et puis au fil de cette exploration, quelque chose change. L'océan, qui était autrefois une frontière, devient un monde, un système complexe, structuré, dynamique. Et aujourd'hui, on commence à faire la même chose avec l'espace. On parle plus seulement de planètes, de roches, de vide, mais d'environnement, de mondes potentiellement actifs, de mondes liquides, avec des océans cachés sous la glace d'Europe, d'Encelade, ou peut-être même au cœur de Ganymède. Des océans sans vagues, sans lumière, sans horizon, mais pas forcément sans activité. Et c'est là que tout bascule. Parce que ces océans-là ne sont pas juste des curiosités scientifiques, ils posent des questions profondes. Si un océan peut exister sans soleil, maintenu liquide par une chaleur interne, alors les conditions que l'on pensait indispensables ne le sont peut-être pas. Si un océan peut être enfoui, invisible, inaccessible, alors combien d'autres mondes nous échappent encore? Et surtout, si ces océans possèdent de l'énergie, des échanges chimiques, du temps, alors qu'est-ce qui empêche quelque part quelque chose d'y apparaître? Pas forcément la vie telle que nous la connaissons, mais une forme d'organisation, de complexité, de choses qui évoluent, qui s'adaptent, qui persistent. À ce moment-là, la question n'est plus seulement scientifique. Elle devient presque philosophique, parce qu'elle touche à notre place. Pendant longtemps, l'océan terrestre a été perçu comme un monde à part, mystérieux, hostile, presque étranger. Et pourtant, il fait partie de notre planète. Il est lié à nous. Aujourd'hui, on découvre que des mondes similaires, ou du moins comparables dans leur logique, existent ailleurs. Alors peut-être que ce qui nous semblait exceptionnel ne l'est pas tant que ça. Peut-être que les océans ne sont pas une singularité terrestre, mais une forme d'organisation assez répandue dans l'univers. Une manière pour la matière de s'organiser, de circuler, de créer des conditions propices à quelque chose de plus complexe. Et dans ce cas, explorer ces océans, ce n'est pas seulement comprendre d'autres mondes, c'est peut-être d'une certaine manière mieux comprendre le nôtre. Comprendre comment un environnement devient un système, comment un système devient un monde et comment, parfois, un monde peut devenir vivant. Alors que l'on plonge dans les abysses ou que l'on scrute les lunes glacées à des milliards de kilomètres, on poursuit finalement la même quête, celle de repousser les limites de ce que l'on connaît, de donner du sens à l'inconnu, et peut-être un jour de découvrir que dans ces océans silencieux et invisibles, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, j'espère que de mieux connaître les océans, leur rareté et surtout leur équilibre fragile, vous comprenez à quel point il est essentiel de tout faire pour les préserver. Je vous mets une playlist ici que vous pouvez lancer sans vous poser de questions, parce que c'est les meilleures vidéos de ma chaîne qui, je pense, vous intéresseront. Ou alors une vidéo ici, c'est la dernière vidéo de ma chaîne que j'ai sortie actuellement. Merci à tous ceux qui téléchargent Sirius, c'était Zebrolos, ciao.